Monsieur le ministre et moi-même sommes convaincus que la liaison dans la communauté doit se faire par une liaison circulaire, à savoir... J'étais un bon ouvrier, quoi, au service de la ville, au service de la communauté. Il nous faut réfléchir à la façon de vivre dans une grande métropole au XXIe siècle. Construire une métropole. Mais un tel thème, construire une métropole, n'est pas un thème trop vaste. L'histoire de la métropole s'écrit d'abord en noir et blanc. 22 décembre 1967, Augustin Laurent, maire de Lille depuis 12 ans, devient le président de l'une des 4 premières communautés urbaines créées en France. 88 communes rassemblées autour de Lille qui vont apprendre à travailler ensemble. Les fondations sont posées, les premiers chantiers apparaissent, comme celui de la station d'épuration de Marquette-les-Lilles, premier grand outil de lutte contre la pollution des cours d'eau. L'histoire s'accélère dès 1971. Arthur Notebaert, le truculent maire de l'Homme, succède à Augustin Laurent. Bonsoir. Débute alors 18 ans de présidence marqués par la mise en œuvre de grands projets, pour suivre d'abord la construction d'une nouvelle ville à l'est de Lille. À l'est de Lille, Villeneuve-d'Ascq, 45 000 habitants. Si tout va bien, sa population doublera d'ici à 10 ans. Dans le fauteuil du maire de cette ville nouvelle, constituée d'une mosaïque de petits quartiers, un professeur d'économie de 31 ans, Gérard Caudron, socialiste. Ça pose à court terme un certain nombre de difficultés. Avec Arthur Notebaert, il était président de l'EPAL, qui voulait construire une ville nouvelle d'une nature différente de ce que le maire de Villeneuve-d'Ascq voulait. Et il voulait surtout avoir le pouvoir. Et même si j'étais très jeune à l'époque, j'avais pas l'intention de lui laisser. Ce que M. Caudron expliquait... Je suis très heureux que la municipalité ait retenu l'idée que j'avais lancée. En tout seigneur, tout honneur. On dit souvent rendre à César ce qui appartient à César, c'est ce que je viens de faire. C'est aussi en plein cœur de Villeneuve-d'Ascq que le stadium sort de terre. Un complexe sportif moderne dédié au football, au rugby et à l'athlétisme. 1976, on ouvre le Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq, stade qui a changé un peu de nom, mais la première grande course, mon image dans les tribunes, c'est Guy Dru sur 110 mètres haies, au bout de la piste, qui va s'élancer, qui va évidemment gagner le championnat de France, le premier championnat de France qui se tient là, et qui quelques semaines plus tard, je crois qu'il y a déjà des gens qui l'ont compris, devient champion olympique à Montréal. Avec ce geste magnifique, c'est moi. Qu'il a pris un très bon départ, mais que le meilleur départ a été pris, oui, c'est lui. Oui, oui. L'ère Notebaert, c'est aussi et surtout l'arrivée du métro dans la métropole. Le Val, un véhicule automatique léger, sans chauffeur. Après 5 ans de travaux, la première ligne est mise en circulation. On a collaboré avec ce qui était à l'époque la communauté urbaine en 1983 avec Arthur Notebaert, l'éminent et vigoureux président à l'époque de la communauté urbaine, qui me demande un jour, avec son accent magnifique, il me dit « Dis donc, te ferais pas un concert pour moi ?» Je dis « Ouais, avec plaisir. » Et il me dit « J'ai l'inauguration de ma métro. Alors on va faire un concert pour le métro. » Une première plaque dévoilée par le président Mitterrand. Il y en aura d'autres. Arthur Notebaert est quand même celui qui a posé les fondations de cette métropole. Il ne faut jamais oublier que ce monsieur, ce grand monsieur, était en même temps quelqu'un qui a inventé le métro le plus moderne du monde. Et j'ai le souvenir que ce métro a été revendu à travers le monde entier pendant 2 décennies. La communauté urbaine et la culture, 1980, Arthur Notebaert pose la première pierre du futur musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq qui abritera la collection Mazurel.
En 1986, la métropole est au cœur de l'Europe. François Mitterrand et Margaret Thatcher annoncent à Lille le choix du projet pour le tunnel sous la Manche. Avant tout, c'est un défi. 2 ans plus tard, une métamorphose urbaine débute. Les premiers chantiers d'Euralille sont lancés. La communauté urbaine n'a rien à voir avec l'origine d'Euralille. Euraline est façonnée par la ville de Lille qui porte le projet, c'est porté par Pierre Mauroy qui a besoin de la métropole pour mettre en place son projet. Pierre Mauroy, le maire de Lille depuis 1973, ancien Premier ministre, un homme qui incarne la nouvelle génération et ce nouvel élan que beaucoup d'élus réclament au sein du conseil communautaire. La fin du règne d'Arthur Notebaert est toute proche. Cette communauté a bien travaillé et l'homme qui vous parle est fier des résultats positifs obtenus. Alors voici les résultats du scrutin. En 1989, le roi Arthur laisse son fauteuil. À la faveur d'un accord entre les grands-maires de la métropole. Monsieur Mauroy, 72 voix. Monsieur Vignoble, 20 voix. L'élection à la présidence est un véritable plébiscite pour Pierre Mauroy. J'ai voulu savoir l'importance de l'amitié et du dévouement et tout simplement, d'une façon très claire, je vous salue. Pendant de longues années, le président Arthur Notebaert a été la figure de proue de notre communauté. Le maire de l'Homme a su mener son navire au milieu des tempêtes. À vrai dire, ce navire fut plutôt un métro. Pierre Mauroy va passer à la vitesse supérieure. C'est le TGV qu'il offre à Lille. La ligne Paris-Lille est inaugurée en 1993. Deuxième plaque dévoilée par le président Mitterrand. 1 an plus tard, c'est la gare Lille-Europe qui est inaugurée. Lille est désormais à peine plus d'1 heure de Paris et bientôt à moins de 2 heures de Londres. C'est bien en termes de territoire européen qu'il nous faut désormais penser. Un profond bouleversement, imaginé et préparé depuis longtemps. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'un Pierre Mauroy au début des années 80. Il était encore Premier ministre et il n'était pas encore à la communauté urbaine. Il arrive dans son bureau à la mairie de Lille et il nous dit « Vous voyez la zone non édificandie qui est juste derrière la gare. C'était des terrains vierges qui servaient de parking sauvage. C'était inconstructible. » Il dit « Si on réussissait à avoir le TGV à Lille, on pourrait faire une gare TGV là. Et on pourrait construire là le centre tertiaire, le cœur battant de la future région Nord-Pas-de-Calais. Il faut une grande turbine tertiaire, c'était son mot, une grande turbine tertiaire à Lille. Et il faut qu'on porte cette ambition. Autour de la gare TGV, la construction du quartier d'Euralille va s'accélérer. Il est conçu par un architecte urbaniste mondialement connu, le néerlandais Rem Koolhaas. Une des parties vraiment essentielles du projet, c'était la mise en scène du TGV par l'intermédiaire de cette grande fenêtre urbaine qui fera la communication vers la ville. La première fois que j'ai vu Rem Koolhaas, c'était à une concertation publique où il était venu avec ses immenses maquettes. Et donc, c'était complètement incroyable d'imaginer qu'au bord de la ville historique, il allait avoir ce projet d'une modernité incroyable. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas arriver à se projeter parce que c'était tellement inédit. Et je pense que c'était tellement futuriste aussi que ça ne nous semblait pas possible. Ça a changé complètement la vision qu'avait la France de Lille. Et ce qui est assez magique dans ce projet, c'est qu'on peut continuer à le rêver, à le mettre en œuvre aussi. Un rêve futuriste, des projets tertiaires censés relancer le développement économique de la métropole après le déclin industriel des années 80. En 10 ans, Roubaix perdra la moitié de ses emplois industriels sans réaction de l'État. Nous avons des problèmes spécifiques. Il nous faut des remèdes spécifiques. On a besoin d'un électrochoc et jusqu'ici, on nous offre une tisane. Dans les ateliers de la Lainière de Roubaix, le temps s'est arrêté en 1990.
Après les mines, le textile puis la sidérurgie, les uns après les autres, des pans entiers de l'économie régionale s'effondrent. Nous sommes une métropole qui était composée de villes qui avaient fait leur richesse sur l'industrie, sur le textile en particulier, comme à Roubaix-Tourcoing. Moi, je me souviens, en 77, ça existait encore de dizaines de cars qui amenaient des jeunes femmes du bassin minier travailler à Roubaix. Ça s'est effondré brutalement. Les trois Suisses se sont effondrés et toutes les grandes entreprises se sont effondrées. Ça a été dur de fermer, par exemple, la porte du textile, de la métallurgie d'hier. Mais quand on voit aujourd'hui comment nous nous situons sur les nouvelles technologies, sur des start-up dans tous les domaines, comment nous nous situons sur les textiles techniques innovants, dans les domaines comme la santé et le e-commerce, eh bien, oui, il a fallu du courage, il a fallu accepter une transition douloureuse, parce que beaucoup d'hommes et de femmes bien, sont restés un peu, il faut bien le dire, dans le chômage, dans la difficulté. Il faut aussi penser à eux. C'est eux qui ont été les victimes en fait, de cette situation. La solidarité envers les bassins d'emploi meurtris dépasse la métropole. L'Orchestre national de Lille sort de ses murs. Sa musique résonne jusque dans les usines fermées du Douaisis. J'ai assisté à la tristesse, au désespoir d'un certain nombre de fermetures d'usines. J'ai moi-même participé avec mon orchestre à des opérations de solidarité. Et tout ça, j'en ai l'impression que cette région a été soudée fraternellement au fer des épreuves qu'elle a traversées, tout en gardant une générosité et un cœur extrêmement ouvert et chaud. Dans ce contexte économique difficile, un secteur ne cessera lui de se développer, la santé. Elle n'est pas dans les compétences de la métropole, mais tout le territoire va en profiter. Quand j'ai commencé, le CHU, il y avait deux bâtiments. Il y avait l'hôpital Calmette et puis l'hôpital Urier. Vous voyez ce que c'est aujourd'hui, un des plus grands campus hospitaliers universitaires de France, attractif. Avec les hôpitaux de Roubaix, de Tourcoing, de Seclin ou d'Armentières, c'est un vaste réseau de santé métropolitain qui se développe. Le centre hospitalier de Lille en sera toujours le navire amiral. Le CHU de Lille aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est si nous n'avions pas eu Pierre Mauroy, à un moment. Un jour, on se promenait et il m'a dit « Vous voyez Goldstein, ici, il y aura toujours des grues. Faites-moi confiance, ça ne s'arrêtera jamais. » Et il a eu raison, ça ne s'est jamais arrêté. Pierre Mauroy, le visionnaire, le bâtisseur. Les projets se concrétisent dans tous les domaines. Modernisation du traitement des déchets, avec en 2000 la mise en service du centre de valorisation énergétique d'Halluin, un incinérateur ultramoderne capable de traiter les déchets des 90 communes de la métropole. Côté transport, mise en service aussi la même année de la ligne 2 du métro, 32 km, 44 stations entre Tourcoing et Lomme, record à l'époque de la plus longue ligne au monde. Non seulement on se sert du métro comme moyen de locomotion, mais on se sert du métro aussi pour faire un petit tour dans les temps futurs, quoi. Le conseil, ce futur, Pierre Mauroy veut aussi le colorer en vert. Un vaste chantier entamé dès le début des années 90, la métropole lilloise est à l'époque la moins verte de France. Une image que le président Mauroy ne cessera de vouloir changer. À l'époque, en juin 91, je me suis retrouvé dans le bureau de Pierre Mauroy et qui, pendant une heure et quart, m'a parlé d'un espace naturel métropolitain, du manque d'espace vert. Et surtout, ce qui le souciait beaucoup à l'époque, c'est que parmi les motifs qui faisaient que les investisseurs ne venaient pas aussi vite que prévu dans les grands immeubles qui se construisaient, c'est que l'image de la métropole, c'était bienvenue chez les ch'tis, en pire. La réflexion est lancée, les premiers projets émergent. Le parc de la Deule, les aménagements des berges de la Marque et du canal de Roubaix, les grands corridors verts, 10 ans de travail et de concertation avec les communes
pour transformer un environnement dégradé. Quand on a démarré le parc de la Deule, on avait par exemple sur Sante un dépôt de pneus de 900 000 mètres cubes. Devant nous, c'était ça le paysage. Mosaïque, au départ, c'est des étangs pollués au cadmium, 1000 fois la norme européenne de toxicité. Donc quelque chose de vraiment à l'antithèse d'un jardin tel qu'il est devenu. En 2002, tout va changer de dimension. Pour la première fois en France, une collectivité prend la compétence espace vert et paysage. L'espace naturel Lille Métropole est né. Dans son berceau, au cœur du parc de la Deule, un bijou de 33 hectares, Mosaïque à Auplain-en-Couanne, classé aujourd'hui jardin remarquable national. On est parti d'une très mauvaise image pour arriver en 2006. Le Grand Prix national du paysage était accordé au parc de la Deule, à ma grande stupéfaction. Et 3 ans après, en 2009, c'était le prix du paysage du Conseil de l'Europe. Lille et sa métropole ne vont pas gagner sur tous les plans. En 1997, l'organisation des Jeux Olympiques de 2004 est confiée à Athènes. Énorme déception à Lille, où la candidature avait soulevé un élan inédit. Ce même élan qui animera l'organisation en 2004 de Lille, capitale européenne de la culture. Une année de fêtes ponctuée de spectacles, d'expositions, de métamorphoses urbaines. 2500 événements qui attireront dans la métropole plus de 9 millions de visiteurs. Moi, j'ai vu la différence énorme après 2004, quoi. Ça a explosé. Avant, c'était quand même encore... ça faisait un peu province. Après 2004, ça a explosé. C'est incroyable. On a vu des Anglais, des Allemands, des gens venir en week-end à Lille, ce qu'il y avait très peu avant. Je trouve que ça a été énorme, le changement. Lille 2004 va donner à la métropole un nouvel élan culturel qui booste les projets artistiques. La braderie de l'art et le Name Festival à Roubaix s'internationalisent. La braderie de l'art, il y a des gens qui viennent de Bruxelles, de Paris, de Londres. Le Name, on a des Berlinois, on a des Londoniens, c'est des gros événements, des événements majeurs dans la métropole. Mais aussi, ce que j'aime, c'est les gens du quartier et des gens des capitales européennes qui viennent et qui se mélangent. La métropole change de visage et s'affiche fièrement. En 2006, les nouveaux paysages défilent sur la route du Louvre entre Lille et Los Angeles. Première édition et déjà énorme succès populaire. Vous auriez parié sur la route du Louvre que M. Mauroy a appelé de ses voeux avec Jean-François Caron du bassin minier, où l'année dernière encore, ils étaient sur France 3, 16 000 à marcher ou courir entre ces deux points du territoire qui ne font qu'un, parce qu'après tout, la MEL n'a de sens d'exister que par le fait qu'elle soit reliée aux autres territoires de France et de l'étranger. L'ouverture à l'étranger se fera d'abord avec la Belgique. La communauté urbaine se lie avec ses voisines de Courtrai et de Tournai. La première Eurométropole est créée en 2008. La coordination transfrontalière a son outil. Nous sommes véritablement l'architecture nouvelle des villes. C'est une métropole en pleine mutation que va laisser Pierre Mauroy en 2008. Après 19 ans de mandat, il passe le relais à Martine Aubry, maire de Lille. Et la satisfaction du travail accompli. L'élection marque une rupture entre le consensus cher à Pierre Mauroy et désormais un rapport de force politique imposé par Martine Aubry. Nouvelle méthode, nouvelle gouvernance, nouvelles priorités, au premier rang desquelles l'économie et notamment l'économie du numérique. Un projet phare va se développer dans ces anciennes filatures de coton du quartier Bois-Blanc à Lille, Euratechnologie. La Silicon Valley, c'est exactement entre les deux immeubles. Et par temps clair, avec un peu d'imagination, on le voit. Dans ce pôle d'activité, les géants IBM, Capgemini ou Tata côtoient de jeunes start-up, 130 entreprises qui emploient aujourd'hui 2000 salariés. Entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, la Pleine Image s'installe dans la zone de l'Union, un ancien site industriel. Ici aussi un pôle d'excellence,
dédié aux images numériques et aux industries créatives. Nouvelle étape dans le plan de développement économique piloté par la métropole lilloise. Objectif 2020, 150 entreprises, 3000 salariés. Roubaix a plus d'emplois que de population active. Donc le problème de Roubaix, ce n'est pas un problème d'emploi, c'est que les emplois qui sont construits et qui sont fabriqués à Roubaix ne sont pas ou peu destinés à la population locale des quartiers de Roubaix. J'aimerais peut-être qu'à l'occasion de ces 50 ans, la MEL fasse le bilan de ces grands projets. Est-ce que le projet sur le site de l'Union à Roubaix, qui est un grand projet, qui a investi beaucoup d'argent communautaire, est-ce qu'il a permis de réduire le chômage dans les quartiers limitrophes de l'Union à Roubaix? Est-ce que le projet de Rallye, qui visait à être une turbine tertiaire et à attirer les grands sièges d'entreprises internationales, est-ce qu'il a permis de créer de la richesse ou de redistribuer la richesse dans la ville, uniquement même dans la ville de Lille, donc, qui elle-même est très inégalitaire, avec 6 quartiers sur 10 comme quartier prioritaire des politiques de la ville quand même. Vaste chantier pour la métropole que de réduire les inégalités avec de telles disparités géographiques et sociales dans des communes, des quartiers où le taux de chômage peut varier entre 4 et 30%. La culture est aussi un outil de développement des territoires. Preuve en est le succès du musée de la piscine à Roubaix et l'activité touristique qu'il génère depuis son ouverture en 2001. Un autre musée fait peau neuve et s'agrandit. Après 4 années de travaux, le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq devient le LAM. Nouvelle architecture, nouvel espace, inauguré en 2010. Non loin de là, c'est un mastodonte de béton et d'acier qui va transformer le paysage de Villeneuve-d'Ascq. Le grand stade, voulu par Pierre Mauroy, est devenu une réalité qui portera son nom. Si on n'avait pas le stade Pierre Mauroy, comme il porte bien son nom aujourd'hui, quand on parle de la métropole, nous ne serions pas une grande métropole. Une enceinte de 50 000 places où le LOSC donne son premier rendez-vous avec ses supporters en 2012. Le sport, mais aussi des spectacles. Entre pop et rock, une scène inédite aussi pour l'Orchestre national de Lille. Les grands moments, c'est tout de même jouer avec tout mon orchestre, des chœurs, devant, à chaque concert, 16 000 personnes. C'est assez extraordinaire de rentrer dans cette arène et tout d'un coup, vous avez le sentiment d'avoir cette espèce de formidable masse pour rentrer là-dedans comme dans un ring énorme. Le Grand Stade est un objet, mais il va tracter après d'autres programmes qui commencent à se construire. Ce que je pense, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'ils soient vraiment complémentaires les uns des autres. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils développent tous des territoires très particuliers. Donc, quand vous vous baladez, c'est comme une métropole mosaïque. Une mosaïque de 90 communes qui forme aujourd'hui la métropole la plus rurale de France. Nous avons la chance d'avoir plusieurs grandes villes, même si Lille est beaucoup plus importante, plusieurs grandes villes, et surtout 50% quasiment du territoire qui est agricole. Je crois que c'est une force, parce que c'est une petite France dans le fond, ici, en plein cœur de l'Europe. On a tous un avenir commun ici. Et c'est cet esprit-là que j'ai retrouvé d'ailleurs beaucoup plus dans les maires des petites communes, qui ont très bien compris que leur avenir passait par la métropole, qu'il faut retrouver de manière forte. Un esprit que va incarner Damien Castelin, le maire de Péronne en Mélantois. Il succède à Martine Aubry en 2014. Pour la première fois, le maire d'un village d'à peine 1000 habitants accède à la présidence de la communauté urbaine. Elle prend le nom de Métropole européenne de Lille un an plus tard et acquiert au passage de nouvelles compétences. Eau, assainissement, résidus urbains, transport, fibre optique, économie, emploi. Vous voyez l'ensemble effectivement des travaux à mener et le quotidien de chacun des métropolitains qui est atteint. Une métropole forte d'un budget d'1,6 milliard d'euros pour 1 200 000 habitants. Mais une métropole qui doit encore améliorer son statut de capitale régionale. La faille que nous avons sur l'île, c'est que, au contraire de ce qui se passe à Nantes, de ce qui se passe à Rennes, de ce qui se passe à Marseille, de ce qui se passe à Lyon, le développement de la métropole de Lille reste cantonné aux frontières de la métropole de Lille. Il n'y a pas de rayonnement. C'est-à-dire que les autres parties de la région ne profitent pas du développement de la métropole. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'inquiétant. Quand je vois l'état de la circulation sur les autoroutes, que ce soit la 25 ou la 1, le matin, on se dit que c'est très très bien d'attirer des activités, mais que si on les répartissait peut-être un peu mieux à la périphérie de la métropole n'en serait pas affaiblie,
et que peut-être les conditions de vie seraient meilleures pour nos concitoyens. Travailler sur l'ensemble du territoire sans que la métropole apparaisse comme hégémonique, c'est effectivement quelque chose sur lequel nous travaillons. Nous ne pouvons pas avoir une grande région sans une grande métropole, mais cette métropole doit essaimer sur l'ensemble des territoires. Lille Métropole. Cet avenir commun passe aussi par les grands événements. We are very moved, proud and honored to be designated World Design Capital 2020. En 2020, Lille sera capitale mondiale du design. Un rendez-vous estampillé MEL, 3 lettres d'un marketing territorial dont toute la région doit pouvoir profiter. C'est une belle perspective et c'est une vitrine mondiale, donc c'est hyper important. Il ne faut pas rater le coche. Donc c'est ça qu'il faut, il ne faut jamais rater le coche. Comme Lille 2004, je trouve qu'on ne l'a pas raté. Ça risque d'être une très très belle étape. Si les élus suivent, s'il y a le pognon pour pouvoir faire des choses grandioses, ça risque d'être une belle chose et ça risque d'avoir un rayonnement incroyable pour la métropole. Chaque fois que j'ai envie de voir la vie en rose, je pense à ce qu'elle était il y a 30 ans et je me dis mais quelle réussite. Tout le monde travaille ensemble. Et ça n'arrive nulle part ailleurs. Lille, c'est pas la petite ville de Lille, c'est Lille Métropole. Faisons en sorte que cette métropole ne soit pas fermée sur elle-même, et je trouve qu'elle le fait pas mal. Je n'ai jamais vu ici qui que ce soit baisser les bras. Ça fourmille et il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses quand même. On s'en est, je crois, plutôt bien tiré, mais il y a encore énormément de travail à faire, c'est évident.